Parlons peu mais parlons d'art. Aujourd'hui on va évoquer une œuvre tout à fait exceptionnelle. Il s'agit de la tapisserie de Bayeux qui date de la deuxième moitié du XIe siècle. Elle est conservée à Bayeux en Normandie. Elle est classée monument historique et elle est inscrite sur le registre Mémoire du monde de l'UNESCO. La première chose à notifier, c'est qu'il ne s'agit pas en réalité d'une tapisserie. Même si le langage courant dit toujours la tapisserie de Bayeux, d'un point de vue technique, ce n'est pas le cas. Il s'agit en fait d'une broderie, c'est-à-dire que le motif n'a pas été réalisé en même temps que le tissu. Le motif, il est rajouté sur le tissu avec des fils de couleur. Donc c'est une grande toile de lin qui est brodée avec 8 couleurs différentes. Et ces couleurs, vous avez la chance de les admirer avec quasiment le même éclat qu'au XIe siècle, puisque l'œuvre a été très bien conservée. Cette toile de lin, elle fait 50 cm de haut et, accrochez-vous, elle s'étend sur 70 mètres de longueur. Donc c'est très impressionnant quand vous allez voir cette œuvre. Le sujet de la tapisserie est profane. Il s'agit de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant lors de la bataille de Hastings en 1066. À ce titre, vous verrez que du coup, il y a deux camps représentés dans la tapisserie qui sont incarnés principalement par deux personnages. D'un côté, vous avez les Normands, incarnés par le duc de Normandie, donc Guillaume le Conquérant, également qui participe assez souvent. Il y a son frère, l'évêque de Bayeux, qui est Odon. Et de l'autre côté, l'autre personnage principal, c'est Harold, et il représente les Anglo-Saxons. Il y a beaucoup de choses que l'on ignore concernant la tapisserie, à commencer par le commanditaire. On ne sait pas qui a commandé l'œuvre, peut-être qu'il s'agit de Odon. Odon est évêque de Bayeux et frère de Guillaume le Conquérant, et c'est peut-être lui qui a commandé cette tapisserie pour inaugurer la cathédrale de Bayeux qui a été construite à peu près en même temps que la réalisation de la tapisserie de Bayeux. D'ailleurs, la tapisserie de Bayeux va être conservée pendant des siècles directement à l'intérieur de la cathédrale. C'est aussi ce qui va permettre de bien la conserver puisqu'elle n'était pas montrée en permanence, elle était sortie pendant des fêtes religieuses juste quelques jours par an directement dans la cathédrale. Et le reste du temps, elle était enroulée. Donc imaginez 70 mètres enroulés, ça vous fait un beau morceau au final. Donc si vous visitez la cathédrale de Bayeux, vous pourrez encore voir le coffre dans lequel on stockait la tapisserie. Il est vrai que le sujet de la tapisserie de Bayeux est profane, à ce titre on peut se demander pourquoi elle était conservée dans une église, mais on va voir qu'il y a quand même un fond religieux puisque la moralité finalement du sujet de la tapisserie de Bayeux, c'est le parjure suite à un serment fait sur des reliques. L'autre chose que l'on ignore concernant la tapisserie, c'est le nom de l'artiste. On ne sait pas qui a réalisé l'œuvre, alors oubliez la légende de la tapisserie réalisée par la reine Mathilde et compagnie, tout ça est du pur fantasme. Plus sérieusement, l'artiste, on ne sait pas qui il est, peut-être même qu'il y a plusieurs artistes. Alors il faut différencier ceux qui ont réalisé les cartons, c'est-à-dire les dessins préparatoires qui vont être ensuite transférés sous forme de broderie. Peut-être qu'il y a eu plusieurs dessinateurs, on ne sait pas. Par contre, les brodeurs, il y a fort à parier qu'ils étaient très nombreux et qu'ils ont dû passer des semaines ou des mois pour retranscrire 70 mètres de dessin en broderie. Comme je vous le disais, il s'agit d'une œuvre d'exception puisqu'elle a été très tôt classée monument historique dès le XIXe siècle et ces dernières années, elle a été inscrite sur le registre Mémoire du monde de l'UNESCO. C'est un registre qui répertorie des documents qui ont une valeur pour le monde entier. À titre d'information, dans ce registre Mémoire du monde, vous avez également la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'appel du 18 juin par le général de Gaulle et dernièrement aussi les archives du Père Castor. Voilà, c'est parti, plus que 70 mètres d'œuvre. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez que vous avez trois registres. Le registre central avec les scènes principales. Et de part et d'autre des scènes principales, vous avez une bordure sur le registre supérieur et inférieur. On ne sait pas bien ce que représente cette bordure, car la plupart du temps, ce n'est pas lié à la scène principale. Parfois, ça vient la compléter, parfois, ça la poursuit, parfois, ça n'a aucun rapport. Donc la première scène, elle représente le roi d'Angleterre, qui est Édouard le Confesseur. Donc vous voyez que c'est un roi un petit peu âgé, il est barbu, il est en train de trôner, il est avec son sceptre et sa couronne, et il s'adresse à des anglo-saxons, puisqu'on est en Angleterre, et en l'occurrence à Harold, qui est un de ses sujets fidèles, et il lui demande d'aller faire un voyage en Normandie. La tapisserie ne précise pas pourquoi il va en Normandie, mais par rapport aux sources textuelles que l'on a, on peut supposer que Harold est chargé d'aller rencontrer Guillaume le Conquérant, puisque
le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, n'a pas d'héritier. Et donc il s'est mis au point avec le duc de Normandie pour que ce soit celui-ci qui lui hérite. Et sans doute qu'il demande à Harold d'aller confirmer que tout va bien et d'avoir une énième promesse de Guillaume le Conquérant qui est d'accord pour lui succéder. C'est parti, Harold il part avec ses compagnons. On voit que Harold, c'est un personnage important puisqu'il a un faucon sur le bras et il est précédé par plein de petits chiens de chasse. Vous noterez que dans la tapisserie, il y a plein de petits détails croustillants et là vous voyez par exemple les chiens ont des petits colliers, on dirait même qu'il y a un petit grelot au bout du collier et on dirait qu'il y a des chiens qui sont peut-être plus loin que d'autres comme si l'artiste avait essayé de faire des effets de perspective. Alors vous noterez que les personnages ne sont pas armés, ils partent pas en bataille là, ils vont juste faire un voyage en Normandie. C'est un voyage pacifique. Derrière les chiens, vous remarquerez qu'il y a une espèce d'arbre stylisé. Vous en verrez souvent dans la tapisserie, c'est une façon de compartimenter, de subdiviser les scènes. La scène suivante se passe au niveau d'une église. Vous voyez qu'il y a écrit « Ecclesia » et on reconnaît bien une église puisqu'il y a des croix et puis il y a plein de petites fenêtres. Donc on imagine qu'avant de partir en voyage, ils font une petite étape, ils prient pour que le voyage se déroule bien. Puis il y a une autre architecture après, puisque l'on organise un banquet avant de partir. Vous voyez d'ailleurs qu'ils sont en train de trinquer. Et sur l'escalier à droite, il y a des personnages qui sont déjà en train de montrer vers la droite en disant bah allez, il faut se dépêcher, là il faut partir. On reconnaît Harold en chef de file puisqu'il y a toujours le faucon. Comme les navires sont trop loin des plages, on est obligé de mettre les pieds dans l'eau pour rejoindre les navires. Et vous voyez là justement qu'on a pensé à tout, on a retiré les vêtements, on porte les chiens. Et l'artiste a d'ailleurs essayé de représenter la transparence de l'eau sur les jambes. Alors on arrive du côté français, on a traversé la Manche. Vous voyez qu'il y a un personnage qui sort une ancre. Il y en avait un aussi qui était en train de s'agripper là-haut au niveau du mât pour regarder au loin. Et on remet les pieds dans l'eau. Harold s'apprête à descendre du navire. On le reconnaît, il y a son prénom qui est inscrit juste au-dessus de lui. Et vous voyez un détail qui est typique des anglo-saxons, il est représenté depuis le début d'ailleurs, moustachu. Tous les anglo-saxons sont représentés, sauf exception, avec une moustache et des cheveux relativement longs, ce qui ne sera pas le cas des Normands qui sont représentés glabres et avec des cheveux beaucoup plus courts. Ils arrivent en terre française, mais pas à l'endroit où ils voulaient, puisqu'ils arrivent sur une terre qui ne les regarde pas. Ils vont être accueillis par un monsieur qui s'appelle Guy de Ponthieu et qui est un des vassaux de Guillaume le Conquérant. Alors le premier réflexe de ce monsieur, quand il voit quelqu'un qui arrive sur ses terres, un étranger, il l'arrête. Donc Guy de Ponthieu arrête Harold. On a un arbre de transition et le texte nous dit que Guy de Ponthieu, il fait prisonnier Harold. Sauf que c'est pas vraiment ce qu'on voit au niveau de l'image, puisque là vous voyez qu'on a des chevaux. On voit d'ailleurs Harold qui est le premier, qui est représenté avec sa moustache et le faucon, et derrière lui un autre personnage avec un faucon, donc un autre personnage important, qui est Guy de Ponthieu. Ils n'ont pas l'air du tout de mal s'entendre, on dirait pas du tout que Harold est fait prisonnier quand on regarde cette scène. La scène suivante nous montre Guy de Ponthieu qui est assis sur un trône. Alors vous voyez qu'il n'a pas la même coiffure que les anglo-saxons, vous voyez qu'il a la nuque dégagée. Et il s'adresse à Harold le moustachu et il semble dénoncer du doigt en lui disant « bon voilà, je t'arrête et tout et tout ». Et il y a un petit personnage sur la droite, au niveau d'un pilier, qui a l'air d'écouter ce qui se passe et qui va sûrement rapporter à Guillaume le Conquérant ce qui s'est passé, le fait que Harold a été arrêté par Guy de Ponthieu. La scène suivante, on a des messagers qui ont été envoyés par le duc de Normandie pour dire à Guy de Ponthieu « tu libères Harold ». En dessous de la scène principale, il y a une très jolie scène de bordure où vous voyez une scène d'agriculture, donc comme on le disait, pas de grand rapport avec la scène principale, mais on voit bien comment l'artiste a essayé de représenter un personnage en train de semer. Vous voyez qu'il y a plein de petits points noirs et il y en a un autre qui est à côté qui est en train de labourer les champs. Alors on n'a pas vu la scène où Guillaume envoie les messagers puisque les scènes sont à l'envers. Ça arrive parfois dans la narration que les scènes se lisent soudainement de droite à gauche au lieu de gauche à droite. Donc on va avancer et vous voyez Guillaume le Conquérant qui est sur son trône et on voit qu'il y a un petit anglo-saxon moustachu qui vient lui dire ce qui s'est passé, Guy de Ponthieu a arrêté Harold. Et derrière lui, on voit deux messagers qui vont être envoyés par Guillaume le Conquérant pour stopper Guy de Ponthieu et relâcher Harold. Donc on revient de l'autre côté, on voit que nos messagers ils courent, ils vont très vite, ils ont même les cheveux au vent, on sent toute la vitesse qu'il y a dans les chevaux. Et on revient à cette scène où ils sont descendus de cheval. Il y a d'ailleurs une espèce de petit palefrenier rigolo, une sorte de nain qui maintient les chevaux. Et nos deux messagers sont en train de dire à Guy de Ponthieu « il faut relâcher Harold ». Derrière Guillaume le Conquérant, on voit un château, c'est sûrement son château ducal. Et on peut imaginer qu'il s'agit du château de Rouen, puisque Rouen était la capitale du duché de Normandie.
Petite scène de bordure rigolote, vous voyez qu'il y a une scène érotique. Donc là, pareil, on voit pas bien le rapport, mais il y en a d'autres, hein, des scènes érotiques comme ça. Donc ça participe un petit peu au monde fabuleux. Guillaume, qui est à cheval, hein, qui va de droite à gauche, va retrouver Guy de Ponthieu et Harold. Tous les deux ont des faucons et vous voyez que Guy de Ponthieu marche devant Harold. De nouveau un arbre de transition. Et cette fois-ci, on rentre à la maison. On a Harold qui chevauche en premier et Guillaume qui est derrière lui et qui a eu un faucon. Peut-être que Harold, pour le remercier, lui a offert un faucon. Et il y a une espèce de petite sentinelle qui apparaît dans une tour qui semble les accueillir. On est de nouveau sous une grande architecture avec des arches et vous voyez que Guillaume est en train d'écouter ce que Harold est en train de lui raconter. Il a l'air d'ailleurs plutôt agité. Donc on imagine qu'il lui dit ce que Édouard le Confesseur lui a demandé de dire, c'est-à-dire qu'il doit lui refaire une promesse comme quoi il accepte de lui succéder pour obtenir le trône d'Angleterre. De nouveau, une petite scène érotique curieuse. Et les scènes qui suivent sont une espèce de parenthèse dans la narration. Il s'agit d'arrêter un duc rebelle qui est un duc de Bretagne, qui s'appelle Conan de Bretagne. Donc contrairement au début, cette fois-ci, on part en guerre. Donc on part super bien équipé. Vous voyez qu'on commence à avoir des personnages qui sont en cotte de maille, qui ont des casques coniques avec une arête au niveau du nez. Et Guillaume le Conquérant, il est représenté avec un très beau costume d'apparat et pour le reconnaître, on voit qu'il tient une masse d'armes. Il l'a assez régulièrement d'ailleurs dans la représentation de la tapisserie, qui est un symbole de chef de guerre ou sûrement un symbole pour montrer son rang social. On arrive en Bretagne au niveau du Mont Saint-Michel qui a été représenté puisque vous voyez qu'il y a une architecture. L'abbatiale du Mont Saint-Michel date à peu près de la même période aussi que la tapisserie. Et on peut supposer peut-être que l'artiste a été visiter le Mont Saint-Michel, qu'il a été soufflé par cette architecture, que ça l'avait marqué et du coup il a voulu le représenter dans sa tapisserie. Nos petits soldats essayent de traverser la mer et les sables mouvants. Ils font comme ils peuvent et vous voyez, pour pas mettre les boucliers à l'eau, ils les portent au-dessus de leur tête. Sans doute que leurs boucliers n'aiment pas l'eau, puisqu'ils devaient être en bois recouvert de cuir. Et on voit qu'il y a un cheval qui est en train de tomber avec un personnage, mais heureusement, Harold est là. Il a sauvé des hommes des sables mouvants et on voit qu'il a un personnage sur le dos et un autre qui semble l'attraper au niveau des jambes ou de la taille. Vous voyez que là, pour le moment, on représente Harold comme un gentil, comme un vertueux. Pour le moment, il n'a rien fait de mal, c'est après que ça va merder. Puis il faut arrêter le duc de Bretagne. On voit que nos chevaux ils sont en train de passer à l'attaque, mais le duc de Bretagne, qui est représenté au niveau de cette petite architecture, il arrive à s'évader. On voit qu'il est pendu à une espèce de corde ou de poutre. Donc on repart, et cette fois-ci, on repart vers Rennes, pour suivre Conan de Bretagne. Vous voyez comment les chevaux sont représentés de façon très dynamique. Vous verrez l'évolution au cours de la tapisserie. L'observation des chevaux est vraiment très belle. On ne peut que supposer que l'artiste a fait des représentations sur le vif. Et vous voyez aussi très belle représentation des armures, des casques et des cottes de mailles ici. On va attaquer le duc de Bretagne à Dinan. Vous voyez qu'il s'est réfugié dans une grande architecture qui a une palissade de bois qui est en hauteur et qui est fortifiée. Pour le déloger, on voit qu'il y a des soldats qui commencent à incendier l'architecture, qui sont placés en dessous. Et notre duc de Bretagne il va être obligé de se rendre. C'est ce que l'on voit dans la partie droite de l'architecture. Vous voyez qu'il est en train de remettre les clés aux Normands. La scène suivante est très importante pour le déroulé de l'histoire puisque l'on voit deux personnages qui sont en cotte de maille avec leur casque conique. C'est Guillaume le Conquérant et Harold. Et vous voyez que Guillaume est en train de maintenir Harold. Il lui montre tout son respect et il l'a équipé. Il lui a donné une armure. Il en fait donc son vassal. À ce titre, Harold fait donc allégeance à Guillaume et ils se font confiance mutuellement. Et on rentre à la maison, direction Bayeux. Guillaume le Conquérant, il est représenté sur son trône, donc de nouveau avec un glaive. Et là, on a la scène peut-être la plus importante de la tapisserie, celle où Harold fait serment. Vous voyez, alors on imagine qu'il est dans la cathédrale de Bayeux et il fait un serment en posant la main sur des reliques. C'est donc un serment religieux qu'il fait. Et il promet de faire allégeance à Guillaume le Conquérant. Bien sûr, après, il va parjurer, il va trahir Guillaume. Ce parjure sera d'autant plus grave qu'il avait juré à Édouard le Confesseur de remettre le message à Guillaume. Ensuite, il a reçu les armes de Guillaume, il a été fait vassal. Puis, il fait ce serment dans une église et tout ça, il ne va pas le respecter. Donc, c'est très grave. Et finalement, c'est la part religieuse de la tapisserie et c'est ce qui peut justifier qu'elle était conservée dans une cathédrale, puisque ce que ça signifie, la moralité de l'histoire, c'est que quand on fait un serment sur les reliques, derrière, faut pas déconner.
sinon vous serez punis. Et c'est exactement ce qui va se passer dans la tapisserie puisqu'elle finit sur la mort de Harold. D'une certaine façon, on peut dire que le parjure de Harold va provoquer la défaite des Anglais face aux Normands. Et maintenant qu'il a juré fidélité à Guillaume, il peut rentrer à la maison, donc direction l'Angleterre. On retourne sur un navire et vous voyez une scène assez jolie d'un personnage qui est en train de guetter au loin et qui voit le navire qui arrive. Alors on retrouve bien les caractéristiques de l'art médiéval, plutôt donc de l'art roman, où il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de réalisme, on peut dire, à proprement parler, mais c'est très expressif, on comprend très bien la gestuelle, vous voyez qu'il a un bras en caoutchouc, mais on comprend très bien qu'il est en train de regarder au loin. Les petits personnages qui sont dans l'architecture à côté, ils sont tous en train de regarder par la fenêtre. Harold retrouve le roi Édouard le Confesseur pour lui dire que tout s'est bien passé, qu'il a retransmis le message à Guillaume. Et la scène suivante représente une grande architecture, une église, avec une main d'ailleurs qui sort du ciel, c'est la main de Dieu qui va bénir Édouard le Confesseur puisque celui-ci vient de mourir. C'est ce qui est représenté juste à côté, vous voyez qu'il y a une sorte de civière et à l'intérieur, il y a le corps qui est recouvert d'un linceul que l'on approche vers l'église. Alors ça peut paraître un petit peu soudain, mais là aussi il y a eu une inversion de scène qui se lise désormais de droite à gauche. Pourquoi il y a eu ces inversions de scène? Alors là aussi, vous n'entendrez pas tout le temps la même chose. Certains historiens pensent que c'est volontaire, que c'est fait exprès, que c'est dans la narration, et d'autres pensent qu'il s'agit peut-être d'une inversion de carton. C'est-à-dire que quand le dessinateur il a fait tous ses dessins et qu'il les a transmis ensuite au brodeur, peut-être qu'il y a eu des cartons qui ont été inversés à ce moment-là. Donc du coup, on voit les choses un petit peu à l'envers. On est là dans une architecture et vous voyez que c'est subdivisé en deux registres. Dans le registre supérieur, on voit Édouard le Confesseur qui va pas très bien, il est plutôt moribond. Et dans le registre inférieur, il a rendu l'âme. Et on commence à le recouvrir d'un linceul. Et quand on revient sur la scène de gauche, il est définitivement mort et transporté vers une église. Et le jour même de l'inhumation, Harold usurpe le pouvoir. On voit qu'il est représenté là avec une hache et il y a un personnage qui lui tend une couronne. Et dans la scène suivante, au niveau de l'architecture, il est couronné. Il est assis sur un trône avec un globe, un sceptre, une couronne. Il y a des personnages qui lui apportent un glaive. Et tout ça a été présidé par l'archevêque de Canterbury, Stigand, qui est représenté juste à droite. Et encore un peu plus loin, on voit plein de petits Anglais qui sont contents et qui sont en train d'applaudir la scène. Mais tout ça va finir par mal se passer, puisque dans la scène suivante, on voit plein de personnages qui sont réunis et qui sont en train de montrer du doigt ce qui se passe dans le ciel, parce qu'ils ont vu une comète. Tout ça n'est pas un très bon présage. Vous voyez qu'il y a une espèce de petite étoile dans le ciel. Alors c'est pas une fabulation, cette comète a vraiment existé. Elle était visible en Angleterre en 1066, c'est la comète de Harley. Et on interprète tout ça bien sûr comme un très mauvais signe. C'est d'ailleurs ce qu'on va annoncer à Harold. Celui-ci est sur son trône et est en train d'écouter qu'il y a eu une comète qui est passée et il n'a pas l'air très rassuré. Et on lui dit, les Normands ils vont sûrement se rebeller. Et pour l'évoquer d'ailleurs, au niveau de la bordure en dessous, on voit des espèces de bateaux fantômes. Vous voyez que c'est des bateaux vides, sans couleur, sans soldats, sans rien. Et tout ça ne dit rien qui vaille. En effet, il y a un messager qui va aller avertir Guillaume que Harold a usurpé le pouvoir. Donc on a un messager qui descend de navire, qui arrive en terre normande et qui va voir Guillaume. Et il lui dit, voilà, Harold il n'a pas respecté sa promesse. Alors Guillaume bien sûr n'est pas content et il décide d'aller conquérir l'Angleterre. Mais pour ça il faut une flotte, il faut être bien équipé. Donc on va commencer à abattre des arbres pour construire des navires. Et là on a une très belle scène de vie quotidienne où vous voyez des hommes qui sont en train d'abattre les arbres, puis en train de débiter les planches de bois pour la réalisation des navires. Et vous voyez qu'on a des postures très naturelles et même une belle observation des outils. Vous voyez que c'est pas le même outil qu'on utilise pour abattre un arbre et pour débiter les planches de bois. Et ensuite, les hommes assemblent les planches, tirent les navires jusqu'à l'eau et il faut remplir les navires d'équipements. Pour la guerre, on a besoin d'un équipement guerrier et de vivres. Donc on voit plein de personnages qui sont en train de porter des cottes de mailles, des casques, des épées. Et certains portent aussi des tonneaux, puisqu'il va aussi falloir des vivres. Et on voit que c'est pas facile à tirer, on a un petit personnage là qui tire le char, et voilà, il a le dos courbé et tout, il galère un peu. Alors que celui qui est devant lui, ça va, ça n'a pas l'air trop lourd ce qu'il porte. Une fois que tout est prêt, Guillaume s'avance pour rejoindre les navires, et tout le monde embarque, même les chevaux, puisque les Normands utilisent les chevaux pour combattre. Ça peut paraître une évidence que sur un champ de bataille, on a de la cavalerie, mais ce n'était pas forcément le cas puisque les anglo-saxons ne combattent qu'à pied.
Ce sont de grands archers. On va le voir d'ailleurs dans les représentations de combat, mais il n'y a que les Normands qui sont à cheval. Là, on a un très beau défilé de navires. La tapisserie de Bayeux est très précieuse comme témoignage médiéval concernant la représentation des bateaux qui sont typiques des bateaux scandinaves. Ils sont propulsés à rame et à voile, et on voit qu'ils ont de très belles figures de proue. D'ailleurs, l'artiste s'en est donné à cœur joie pour représenter les différentes figures de proue, qui respectent bien ce que les textes nous disent sur les animaux fabuleux que l'on pouvait retrouver au niveau des bateaux vikings. Et le bateau principal, le bateau ducal, c'est celui donc de Guillaume. On voit qu'on a chargé plein de boucliers dedans, et pour le reconnaître, c'est celui qui a une croix dans la partie supérieure et qui a une figure de poupe en forme de personnage humain. On arrive en Angleterre, on décharge tout, on demande aux chevaux de sortir. Là aussi, on a une scène très belle, très bien observée. On voit vraiment le mouvement du cheval qui a encore la jambe qui est prise dans le navire et qui est en train de descendre. Et on fonce sur les terres anglaises et on va commencer à piller, on a besoin de vivre. Donc vous voyez qu'il y a une vache, vous voyez qu'il y a un petit mouton qui est sur le point d'être tué et on prépare à manger avec de belles brochettes, de beaux poulets sur les brochettes, une grande marmite que l'on fait chauffer, un personnage un peu barbu qui est peut-être un boulanger, et puis ces personnages qui apportent les brochettes à ceux qui sont assis. On reconnaît bien la forme du poulet sur les brochettes. Et il y a une table principale bien sûr qui est présidée par Odon, le frère de Guillaume le Conquérant, qui bénit le repas. Et la scène suivante, on peut dire, c'est le conseil sous la tente. Guillaume se retrouve avec ses frères pour débattre de la stratégie de la bataille. On voit ensuite un personnage qui tient un fanion, c'est un officier, et il est en train d'ordonner à ses soldats de construire des fortifications, de préparer le terrain. On voit que certains sont en train de se disputer, peut-être parce qu'ils sont en train de se battre avec des outils. Et d'autres soldats qui sont sous les ordres d'un autre officier, ils sont en train de travailler au niveau d'une fortification. Et là aussi, on voit toute l'observation sur les différents outils utilisés, des pelles, des pioches, des bêches, etc. Alors on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc on est aussi obligé d'incendier certaines villes et ça laisse des gens abandonnés. Et on voit que là, il y a une maison qui a été incendiée et puis il y a une mère et son enfant qui vont être obligés de partir. Le terrain est préparé et on peut imaginer qu'on est peut-être déjà à Hastings, là où la bataille va avoir lieu ensuite. Guillaume, il est prêt, il a mis son beau costume d'apparat, une belle cotte de maille, un beau casque. Il tient également un fanion et il a des petites bandelettes au niveau de la nuque. C'est aussi souvent comme ça qu'on le reconnaît. Et on voit qu'il y a un palefrenier qui est en train de lui apporter son cheval. Un arbre de transition et c'est le départ de la campagne. On est le 14 octobre 1066, c'est la bataille de Hastings. Ça va durer des heures et des heures, ça dure plus de 8 heures. Bien sûr, la tapisserie ne vous donne pas l'impression que c'est long. La tapisserie va faire un beau résumé de la bataille et vous donne l'impression que tout ça a lieu très vite. Alors on voit nos Normands qui sont donc à cheval puisqu'ils utilisent la cavalerie lourde pour foncer dans le tas. Et dans un premier temps, on voit qu'ils sont bien serrés les uns contre les autres, bien en rang d'oignon. Ils marchent au même pas et on imagine qu'ils marchent assez lentement. Et au fur et à mesure, ils accélèrent. Et on va envoyer des éclaireurs pour voir un petit peu ce qui se passe du côté des anglo-saxons. On voit 2 cavaliers qui montent sur une colline pour regarder ce qui se passe au loin. Mais du côté anglo-saxon, on a fait la même chose. Là aussi, on a envoyé des éclaireurs. Alors cette fois-ci, ce sont des fantassins. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas de cavalerie. On voit qu'il y a un personnage qui est en train de guetter et un autre qui revient sur ses pas. Et c'est le début de la bataille. On a nos Normands qui sont à cheval, ils accélèrent, on sent vraiment la vitesse des chevaux. Et on a nos petits anglo-saxons qui sont à pied, eux, avec leurs arcs. Et on commence à avoir vraiment une belle composition dynamique, vous voyez, avec les lances, les flèches aussi, qui dynamisent la composition, qui créent des rythmiques et des morts qui commencent à arriver. On commence à avoir des morts sous les jambes des chevaux et également des morts qui apparaissent dans la bordure. Certains se font piétiner par les chevaux, certains ont la tête coupée, ça devient de plus en plus glauque. Et on voit aussi des personnages qui semblent contorsionnés ou qui tombent de cheval. C'est une véritable boucherie. Ils ont les bras coupés, la tête coupée. Il y en a un qui se prend une lance, il y en a un qui se fait décapiter en live. Il y a un cheval qui est en train de se prendre une hache sur la tête. Et on a une très belle scène ici, qui est une des scènes les plus célèbres de la tapisserie. C'est la scène où il y a les chevaux qui tombent à la renverse. Ça, c'est absolument superbe. Vous voyez tout le dynamisme de la composition et belle observation de l'artiste. On voit les jambes qui se replient. On ne peut pas imaginer que l'artiste a représenté ça sans avoir vu l'équivalent en vrai.
Ça s'imagine pas un truc pareil. Un cheval qui tombe, soit il l'a vu sur un champ de bataille ou peut-être lors d'une joute ou quelque chose comme ça, mais il a dû voir ce type de choses pour le représenter avec autant de véracité. Les anglo-saxons, les petits moustachus, ils ont essayé de se réfugier sur une colline en hauteur, mais il y en a qui sont quand même attaqués au bas de la colline et il y en a qui tombent du haut de la colline. Il y en a les Normands qui reviennent avec leur cavalerie et au milieu des chevaux, on retrouve Guillaume le Conquérant qui a levé la visière de son casque. Parce qu'il y a une rumeur qui s'est répandue sur le champ de bataille que le chef est mort. Alors là c'est dramatique parce que si le chef est mort, ça va être panique à bord. Donc pour apaiser les esprits, Guillaume montre son visage et il relève son casque. C'est un carnage. On voit toutes les flèches qui ont été lancées par les archers anglais qui atterrissent sur des personnages qui les prennent en plein visage. Il y en a un qui a un bouclier qui est criblé de flèches et qui en plus est en train de se faire attaquer à l'épée. Et il y a de plus en plus de morts sur le champ de bataille et on commence à déshabiller les morts pour récupérer tout ce qu'on peut. Vous voyez que dans la partie basse, on commence à avoir des personnages tout nus. On est en train de retirer les cottes de mailles et de récupérer les boucliers. Et la scène fatale arrive, c'est la mort de Harold. Là, on n'est pas complètement sûr du personnage qui représente Harold, mais il y a fort à parier qu'il s'agit du personnage juste au niveau de son prénom qui s'est pris une flèche en plein visage. Donc finalement, comme je le disais, c'est la morale de l'histoire. Il a parjuré, il n'a pas respecté son serment sur les reliques et il est puni par Dieu. Et les morts continuent de s'entasser. On continue de voir ces personnages qui sont tout nus, avec des bras coupés, des têtes coupées, et nos Normands toujours à cheval qui continuent d'attaquer. Et voilà, ça finit en queue de poisson. Parce qu'on n'a pas la dernière scène. Vous voyez qu'on a un arbre de très médiocre qualité, puisque ça c'est de la restauration 19e siècle qui a été rajoutée. Vous voyez d'ailleurs que la qualité même des personnages n'est pas la même, ni même celle des couleurs. Cette scène donc vous l'occultez, parce qu'il nous manque depuis des siècles la dernière scène. On n'a pas la fin de la tapisserie. Il manque sûrement pas grand chose, mais on n'a pas la conclusion. Donc ça finit comme ça. On ne peut que imaginer la fin. La dernière scène sûrement, ça serait logique, que ce soit Guillaume sur le trône. Comme ça répondrait à la première scène de la tapisserie, qui est Édouard le Confesseur sur le trône. Ça permettrait d'avoir vraiment un joli cycle de début et de fin. Voilà, vous savez tout sur cette très longue œuvre. Il ne vous reste plus qu'à venir la voir en vrai à Bayeux, et en plus vous en profiterez pour faire les plages du débarquement. Pensez à liker, et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.